Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, à la hausse des nouveaux cas du Covid-19, plusieurs pays européens prennent une similitude. Je vous le dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'avènement du Nouvel An musulman, forme le vœu davantage de bien-être, de développement et de prospérité à ses compatriotes. Je forme l'espoir que le Nouvel An musulman soit source de plus grandes opportunités et de perspectives positives pour chaque Djiboutien et chaque Djiboutienne, a souhaité le chef de l'État. Et ainsi, je forme l'espoir qu'il soit également propice à un accès encore plus important des franges les plus modestes de notre société au bienfait des fruits du développement entrepris, a-t-il poursuivi. Dans ce vœu à la nation, le président Guelleh, qui a une pensée particulière à ses concitoyens en proie aux difficultés et à la maladie, a surtout émis l'espoir que le Nouvel An musulman soit une creusée propice à l'affirmation d'une solidarité patriotique encore plus soutenue et plus prononcée sous nos cieux. Puisse Dieu raffermir les valeurs des fraternités, d'entraide particulièrement répandues chez nous, afin que les Djiboutiens continuent toujours d'appréhender les plus grands défis et les aléas de la vie sous le signe de l'unité, de la cohésion et de l'épreuve, ainsi que du partage, a-t-il imploré. Et le président de la République a prié Dieu Tout-Puissant d'assister notre nation, entre autres, puisse de notre sainte religion la persévérance et la foi propice à la poursuite de nos efforts pour le bien-être et l'épanouissement de tous nos compatriotes. Fin de citation. Je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, accompagné par le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh, et celui de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, du sultan de Gobat, Habib Mohamed Aloïta, dit Habib Boko, du préfet de la région d'Ikil et du président du conseil régional, ont effectué hier une visite d'inspection à la centrale solaire d'Assaïla, située dans la région de Dikil. De l'arrivée à Assaïla, la délégation ministérielle a été accueillie par le responsable du centrale solaire et ses proches collaborateurs. Le ministre de l'Énergie et ses collègues ont reçu les explications du responsable du centrale solaire de Assaïla. Les responsables de cette centrale solaire, a-t-il dit, d'Assaïla ont fait part au ministre de l'Énergie et à ses collègues que la consommation de l'énergie et les familles de cette localité ont significativement augmenté. Le ministre de l'Énergie a indiqué que l'augmentation et la capacité de cette centrale est en cours de programmation, mais une condition d'abord que la population de cette localité puisse prendre soin déjà de cette centrale et préserver son utilisation à bon escient. Un an depuis la cérémonie d'inauguration en juin dernier par le Premier ministre de la République de Djibouti. Ceci dit, c'est vrai, la centrale d'Assaïla est jeune, elle a une année. Il y avait une problématique, il y avait un manque d'énergie sur de nombreux foyers. Il y a aussi un problème sur l'utilisation de l'énergie électrique à Assaïla et dans les foyers. Vous savez très bien que c'était une centrale solaire de petites capacités qui normalement devrait suffire pour le village d'Assaïla et que nos concitoyens du village, normalement, devraient avoir une électricité abondante qui fonctionne 24h/24 avec des matériels qui ne sont pas énergivores à basse consommation dans la maison. J'ai dit à basse consommation parce que cette centrale a été conçue pour alimenter les matériels les plus nécessités dans le foyer. Des lampes, des prises ou un petit réfrigérateur ou une télé. Mais la situation a changé. Le village d'Assaïla s'est agrandi et nos concitoyens ont voulu avoir plus de matériel électrique dans leur foyer, c'est normal. C'est l'économie et la modernité qui ramènent cet art de vivre. Les gens ont plus besoin de vivre confortablement. Nous sommes conscients et nous nous sommes approchés de nos concitoyens pour pouvoir solutionner, pour qu'ils aient une énergie pérenne, une énergie qui fonctionne 24h/24. Sans transition, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi, s'est rendu par la suite à la résidence du chef de village de Assaïla, située dans la région d'Ikil. Rappelons-le, l'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre des politiques de proximité auprès des populations afin de discuter, échanger et s'imprégner de la situation de la population de cette localité,
mais surtout pour écouter et recueillir les préoccupations, inquiétudes et aspirations des populations dans les domaines de l'énergie. La délégation était composée du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed, du ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, du sultan de Gobad, Habib Mohamed Al-Lu'aïta, dit Habib Boko, le préfet de la région d'Ikil, Aden Rar Moussa, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arre. À son arrivée à Saïla, la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Al-Ghedi, a été accueillie par le Hokal de la localité de Assaïla et les représentants de la jeunesse, des associations des femmes. La population de Assaïla a ainsi réservé un accueil le plus chaleureux à la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Al-Ghedi, ainsi qu'à ses collègues. Une rencontre d'échange, des discussions s'est déroulée à la résidence du chef du village de Assaïla entre la population de la localité et la délégation conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Al-Ghedi. Les discussions portaient essentiellement sur le constat fait par les techniciens du ministère de l'Énergie sur l'augmentation des consommations de l'énergie dans ce village et la meilleure façon de réguler la consommation. Lors de cette rencontre, il a été question aussi également de sensibiliser la population de cette localité de prendre soin de cette centrale solaire. Puis le président du conseil régional et le préfet de la région d'Ikil ont tour à tour souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Énergie, Younis Al-Ghedi, et ont rappelé que les 3 ministres nous ont rendu visite aujourd'hui pour nous écouter et répondre à toutes les demandes de la population de la plus importante, rappelons-le, a-t-elle dit, et l'énergie. Il est impératif que nous dialoguons avec eux sur les problèmes importants dont nous souffrons dans notre région et comment trouver des solutions. À son tour, le préfet de la région de Dikil, Aden Moussa, a indiqué l'importance de cette visite du ministre de l'Énergie, de l'Intérieur et de l'Environnement. Dans son intervention à cette occasion, le ministre de l'Énergie, Younis Al-Ghedi, a d'emblée évoqué l'importance de la préservation des alimentations électriques et a déclaré « Je vous exhorte à aider les agents du ministère de l'Énergie à faciliter les travaux d'entretien qu'ils effectuent. » Et le ministre a informé et a rappelé qu'il faut informer les autorités compétentes de chaque problème énergétique auquel vous êtes confrontés. Retour à Djibouti où une prouesse médicale, l'hôpital militaire a abrité aujourd'hui une première nationale. Il s'agit de la confection d'une fistule artério-veineuse. Cette opération, qui sera désormais réalisée de manière gratuite, sera à la portée de tous les malades atteints d'insuffisance rénale. C'est le chirurgien thoracique et cardiovasculaire de la police nationale, le commandant Abdallah Mahboub, qui sera en charge d'effectuer ces opérations. Chaque jour qui passe, l'hôpital Hassan al-Bashir poursuit inlassablement sa croisade afin de traiter les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Une nouvelle méthode appelée fistule artério-veineuse, autant de bonnes nouvelles et de succès pour tant de familles djiboutiennes soulagées parce qu'elles ne seront plus obligées de quitter le pays. Le néphrologue appelant d'un abord vasculaire adéquat. Cet abord vasculaire consiste, et le meilleur en est la création d'une fistule artério-veineuse au niveau du bras pour nous permettre d'accéder au sang du patient et lui faire une hémodialyse de bonne qualité. Jusqu'à ce jour, à Djibouti, ces actes étaient réalisés par le chirurgien de la coopération cubaine et elles prenaient un temps énorme. Nous sommes aujourd'hui très fiers car nous avons pour la première fois dans notre pays un collègue, le docteur Mahyoub Abdallah, médecin commandant de la police, qui est spécialisé en médecine, en chirurgie cardiovasculaire et thoracique. La disponibilité de cette nouvelle offre thérapeutique dans notre pays, pour nous néphrologues, nous réjouit énormément. Elle nous réjouit énormément parce qu'elle va permettre à nos patients d'avoir sur le sol djiboutien une chirurgie de qualité. En effet, toutes ces opérations lourdes, coûteuses et nécessitent une expertise confirmée n'étaient pas envisageables à Djibouti il y a encore quelques années. Mais ces choses faites à Djibouti, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé depuis l'exemple. Écoutons le commandant de la police nationale, Dr Mahboub Abdallah Mahboub. Je suis là aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce
à une politique qui a été mise depuis environ 7 ans. Et ceci, c'était en coordination et en accord avec le président de la République afin de subvenir aux besoins nationaux dans la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Donc, comme vous savez, la chirurgie thoracique cardiovasculaire, c'est une chirurgie qui est large, dont les champs d'intervention sont essentiellement les vaisseaux, le thorax et la chirurgie cardiaque, notamment les malformations cardiaques des enfants et les cardiopathies acquises chez l'adulte ou chez l'enfant quand il s'agit de rhumatisme articulaire. Donc aujourd'hui, nous avons commencé une première coopération et une collaboration avec les services de santé des armées et avec la contribution du ministère de la Santé qui vont nous envoyer les patients et ces patients seront dorénavant opérés à l'hôpital militaire. Dans un premier temps, nous allons commencer par les patients hémodialysés qui bénéficieront d'une fistule artério-veineuse afin de pouvoir faire l'hémodialyse. Et ceci se réalisera d'une manière gratuite. Nous avons reçu des instructions claires du président de la République de consulter ces patients, de les opérer à l'hôpital militaire et de le suivre après gratuitement. Et je pense qu'ils ont beaucoup de chance, ce qui ne se fait pas ailleurs dans le monde. En dehors de ça, le projet ultime à venir que nous souhaitons développer avec le service des armées, le service de santé des armées, et en collaboration avec la santé, de pouvoir monter un service de chirurgie cardiaque dans notre pays. Écoutons à présent le colonel-major Ahmed Hassan Aboulaleh. En tant que responsable des services de santé des armées, c'est un grand honneur de collaborer avec le ministère de la Santé le ministère de l'Intérieur par le biais de la police nationale. Donc c'est une chance d'avoir un chirurgien sur place, un chirurgien vasculaire. Comme il avait déjà dit le spécialiste et le néphrologue Dr Daher, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin, les gens qui avaient le moyen de se déplacer à l'extérieur pour faire les fistules artério-veineuses le faisaient. Les pauvres qui ne pouvaient pas se déplacer, ils étaient obligés de subir la dialyse par la voie centrale directe et avec tous les risques qu'il y a. Et donc, dès que Dr Mayoub est revenu, on avait discuté ensemble avec Dr Madian, Dr Daher et le colonel Abdullahi Abdi. Et donc, par la suite, nous nous sommes donc parlé à cette opportunité à notre chef d'état-major général des armées, le général Zekaria, qui a tout de suite donné son accord pour qu'on offre le plateau technique gratuitement à partir de maintenant à tous les gens qui auront besoin de cette opération artério-veineuse, les hémodialysés. Direction Obok, où la ville d'Obok a célébré hier la journée africaine de l'état civil organisée par le ministère chargé de la décentralisation en partenariat avec le conseil régional d'Obok. Le ministre Hamadou Mohamed Aramis s'était fait représenter à cet événement par son secrétaire général Mohamed Issa Faraj. Le ministre a tenu aussi à ce qu'avec une délégation de son département qui s'est déplacée à Obok, il y a des représentants de la direction générale de la population, de la famille, du ministère de l'Intérieur et de l'Institut national des statistiques de Djibouti, laquelle dépend du ministère de l'économie et des finances. Il s'agit bien évidemment de deux entités importantes concernées, rappelons-le, par la question de l'état civil, des statistiques de l'état civil. La journée a été clôturée par des visites du centre d'état civil et du bureau de Ma'adoun, où la délégation du ministère en charge de la décentralisation a pu discuter avec les responsables de ces services et a pu voir l'état des registres des naissances et des mariages. Le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ismaël, hôte de l'événement, s'est assuré quant à lui qu'il est autour de la table de la réunion un aéropage des personnalités représentatives de la société obokoise. C'est une journée très importante pour la région d'Obok, puisque on célèbre aujourd'hui la journée africaine de l'état civil. Cette édition, qui a sa troisième en Afrique,
est une première à Djibouti et organisée donc aujourd'hui dans notre région. Dans tout l'honneur de cet événement, on revient donc, au secrétaire d'État à la centralisation, Hamad Mohamed Aramis, qui a bien voulu donc choisir Obok pour accueillir cet important événement. C'est à l'occasion pour nous d'échanger sur l'état civil, sur la manière de travailler, sur les difficultés que l'on rencontre, sur les défis également qui sont à relever. Et je rappelle également que cette année, c'est une année particulière puisqu'il y a eu la pandémie du Covid-19 qui a affecté dans tout le monde et notre pays n'a malheureusement pas été donc épargné. Nous aurons également l'occasion, au cours de cet atelier, de cette assise, de parler également de l'impact du Covid sur le travail que nous faisons au niveau du service d'état civil. Donc, encore une fois, je vous dis un grand merci. L'honneur échoit surtout à la région d'Obok d'accueillir cet événement qui restera gravé dans l'histoire de la République de Djibouti, dans le sens où c'est une première journée que la République de Djibouti organise dans notre pays et la région d'Obok a été choisie à cet effet et ceci est un honneur pour tous les Obokois et nous les autorités aussi. Nous remercions infiniment le secrétariat d'État à la décentralisation et le gouvernement qui a choisi que cette journée soit célébrée ici à Obok. Les discussions auront un issue et un issue favorable, surtout pour la population, parce que si tout le monde est réuni ici, c'est pour un objectif commun, c'est pour que la population puisse bénéficier des actes de naissance dans les temps impartis par les textes en vigueur et toutes les améliorations qu'on pourrait apporter. Et dans ces cadres, nous avons la présence de la direction de la population et la disette pour coordonner, pour travailler main dans la main. Et de son côté, le secrétaire général, Mohamed Issa Faraj, a prononcé un discours en mettant en exergue l'importance de cette journée africaine. L'intérêt principal de célébrer cette journée est que l'état civil est une question qui touche tant aux droits humains qu'aux conditions de la démocratie et d'un développement durable. Cet événement est organisé par le secrétaire d'État chargé de la décentralisation parce que celui-ci est l'organe de tutelle des collectivités locales. En tant que tel, il assure la responsabilité administrative de l'organisation du système de l'état civil. Il veille à son organisation et à son fonctionnement. Le choix d'Obok, on l'aura deviné, n'est pas anodin dans la mesure où la genèse du système d'état civil est intimement liée à l'histoire selon l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a de celle-ci droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Une étude réalisée en 2015 a démontré que 10% des enfants n'étaient pas enregistrés à la naissance à l'état civil. Partant, notre département a commandité des études sanctionnées par 3 rapports, dont le premier porte sur l'analyse des goulots d'étranglement du système d'enregistrement des naissances à Djibouti, le second consacré à l'actualisation de la loi sur l'enregistrement des naissances à Djibouti, toujours, et le dernier qui dresse l'état des lieux des centres d'état civil. Retour à Djibouti, la fédération djiboutienne de Tekbal a lancé une formation pour les clubs de cette nouvelle discipline sportive. C'est sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport que le centre de développement de Garde 7 a abrité une formation de Tekbal de 2 jours qui a bénéficié plusieurs jeunes par des jeunes formateurs, eux-mêmes formés préalablement par des experts internationaux de cette nouvelle discipline sportive. Rappelons, cette discipline sportive qui se joue à single ou double
Avec un espace restreint sur un rassemblement de tennis de table, légèrement courbé à son milieu, se pratique avec les mains et les pieds et la tête à l'aide d'un ballon semblable à celui du football. Le kickball, qui est une nouvelle discipline qui vient juste cette année à Djibouti. Et cette fédération va bientôt donner à chaque CDC une table. Cette table qui va servir aux jeunes contre l'oisivité et entraîner les jeunes à pratiquer cette nouvelle discipline qui est le kickball. Il y a les entraîneurs, les encadreurs du kickball qui sont là pour entraîner ces jeunes et à leur tour, ces jeunes vont encore entraîner pour qu'il y ait des équipes. Et dans l'actualité internationale, au Libye, au moins 45 migrants réfugiés sont morts cette semaine au large de la Libye, dans le plus meurtrier naufrage de l'année, ont indiqué mercredi les Nations Unies. À Genève, les agences de l'ONU pour les réfugiés, le HCR et pour l'immigration, l'OIM, ont indiqué dans un communiqué commun que les 37 rescapés secourus par les pêcheurs avaient expliqué qu'au moins 45 autres personnes étaient mortes lorsque le moteur de leur bateau a explosé au large des Zawara, en Libye. Les survivants, la plupart d'originaires du Sénégal, du Mali, du Tchad et du Ghana, ont été placés en détention après avoir été débarqués en Libye, ont ajouté les deux agences onusiennes. Cette nouvelle tragédie porte au moins 450 le nombre des migrants et des réfugiés ayant péri en Méditerranée cette année. Et toujours dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, les autorités italiennes ont averti la population des reconfinements localisés seront imposés si le taux d'infection au Covid-19 ne montre pas des signes d'amélioration. Le pays a enregistré plus de 640 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, un nouveau record depuis le mois de mai, date à laquelle il est sorti lentement de l'un des confinements les plus longs du monde. En Angleterre, le test se multiplie pour avoir une meilleure idée de la propagation du virus. Les fêtes et festivités seront totalement interdites, ainsi que le rassemblement de plus de 9 personnes dans les lieux publics et privés. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 21 août prochain pour une durée de 10 jours. Et dans la page sport, pour clore l'actualité internationale, l'Olympique lyonnais s'est incliné hier à Lisbonne en demi-finale de la compétition européenne. Le Bayern aborde la finale en favori, 3-0. L'intermède européen, enchanté de l'Olympique lyonnais, a pris fin après avoir décelé le roc du Juventus de Turin, gravi le pic Manchester City. L'OL n'est pas parvenu hier à franchir le cap du Bayern de Munich, sèchement battu en demi-finale de la Ligue des Champions par 3-0 par les Bavarois. Les coéquipiers de Houssem Aouar quittent la compétition aux portes de la finale. Les Bavarois affronteront le Paris Saint-Germain dimanche en finale. C'est la fin de cette édition et au nom de toute l'équipe de la rédaction, bonne fin de l'année et bon week-end et bonne fin de soirée.